Ma robe couleur du temps de Delhi. Lu par Emmanuel. Chapitre 1er. Un matin de juin, madame Barduzac entra dans ma chambre où je terminais une des pièces de mon trousseau. Elle s'assit dans mon unique fauteuil et le pauvre qui n'était pas neuf gémit sous le poids respectable de la femme de mon tuteur. « Il nous arrive une chose ennuyeuse, Gilette. » Je demandai sans m'émouvoir. « Quoi donc, madame ?» Les Semponi donnent une matinée dans 15 jours et nous invitent. Les Semponi? En voilà une idée. Ma voix prenait une intonation de dédain qu'accentuait une moue légère. Mais c'est une bonne idée. Ils cherchent à marier leur fille, ces gens. Je n'ignorais pas qu'il suffisait qu'une opinion, un goût ou une antipathie fussent exprimés par moi pour que, immédiatement, madame Barduzac fût d'un avis contraire. Les Semponi, d'origine italienne, bavards, indiscrets et quelque peu excentriques, ne lui plaisaient guère. Mais du moment où je semblais faire fi de leur matinée, ils lui devenaient aussitôt chers. Je ripostais tranquillement. Eh bien qu'ils les marient, je leur souhaite sincèrement cette bonne chance, mais ils n'ont pas besoin de notre présence pour cela. Madame Barduzac pinça ses grosses lèvres ombragées d'un duvet foncé. « Est-ce ainsi que vous accueillez cette gracieuseté? Nous les avons vus 5 ou 6 fois, et c'est vraiment fort aimable de leur part d'avoir songé à nous. Évidemment, mais en ces cas-là, on aime toujours avoir son salon plein. Enfin, nous les remercierons avec la même grâce dont ils usent à notre égard, et tout sera dit. » Madame Barduzac leva ses larges épaules. « Vous croyez que cela peut se passer ainsi? Il faudrait donner un prétexte plausible, et nous n'en avons pas. » « Eh bien, il faut en chercher un, madame. »« Je ne chercherai rien du tout, car je ne vois pas pourquoi vous vous dispenseriez de vous rendre à cette matinée. » Je la regardai avec surprise. « Comment pourquoi? Mais c'est vous-même, madame, qui avez refusé cet hiver toutes les invitations. Je n'avais que faire, disiez-vous, à ces réunions mondaines, et vous avez su trouver des prétextes alors. » Les yeux froids, enfoncés dans la bouffissure blafarde du visage, laissèrent voir une irritation que je connaissais bien. La voix se fit plus sèche, plus impérative. « L'hiver, oui, je n'aime pas ces réunions au sortir desquelles la pleurésie vous guette. Maintenant, c'est autre chose. Je vais répondre que nous acceptons Gilette. Je n'ai pas de robe convenable pour la circonstance, madame. Votre blanche de l'année dernière, elle est trop fanée. Je ferai honte à vos amis Semponi. Si élégante. » Madame Barduzac ne releva pas l'ironie de mon accent. Elle réfléchit un instant en promenant ses doigts charnus sur son peignoir violet. Puis elle conclut. « Il faut vous en faire une. Je ne comptais pas sur cette dépense. Il y a des dépenses nécessaires. » Elle ajouta en jetant un coup d'œil sur la pièce de lingerie à laquelle je travaillais. « Vous mettez un peu moins de broderie à votre trousseau, qui pourrait aussi être fait de tissu moins fin. Ce sont des économies bonnes à réaliser quand on a une dot qui, après tout, est médiocre, autant nous sommes. » Je ripostai sèchement. « Que voulez-vous? J'aime mieux me priver d'autre chose, faire mes robes et mes chapeaux moi-même et avoir de jolis linges qui me revient moins cher que celui dont vous faites l'acquisition dans vos grands magasins de Paris. Naturellement, vous n'avouerez jamais que vous avez tort. Cela promet de bons moments à l'homme chanceux qui vous choisira pour femme. » Sous une forme variée, ce pronostic m'était lancé à la tête, vers la fin de toutes nos discussions, qui étaient fréquentes. Il ne m'impressionnait guère, et j'évitais d'y répondre, afin de ne pas éterniser ces entretiens peu agréables pour lesquels madame Barduzac tenait à avoir le dernier mot. Aujourd'hui, je ne sais pourquoi, l'impatience me prit si fortement que je répliquai. « Ah oui, l'homme chanceux, mais ce ne sera pas le premier venu, vous pouvez m'en croire, madame. » « Que voulez-vous dire par là? Attendez-vous quelque prince, quelque milliardaire ?» Je répondis avec un sourire ironique. « Qui sait, en tout cas je n'épouserai pas le premier chien coiffé qu'on me présentera, comme l'a fait cette pauvre Élise Dutheil, qui est si malheureuse aujourd'hui. Je resterai vieille fille, plutôt que d'accepter un personnage qui me serait complètement inconnu et que je n'aimerais pas. »
Madame Barduzac prit cet air offusqué si amusant sur sa grosse figure boursouflée. Vraiment, les jeunes filles d'aujourd'hui sont intolérables. Aimer, ce mot-là n'existait pas dans le vocabulaire de la jeune personne bien élevée en mon temps. Elle ne le prononçait peut-être pas tout haut, mais en cachette certainement. Sans paraître m'entendre, madame Barduzac poursuivit d'un ton doctoral. Moi, je me suis mariée après avoir vu 2 fois monsieur Barduzac. Nous avons fait cependant un bon ménage. Je n'en doute pas, monsieur Barduzac ferait bon ménage avec Lucifer en personne. Les soupçons de sourcils que possédait madame Barduzac firent mine de vouloir se rapprocher. « Je désirerais savoir, mademoiselle, ce que vous prétendez insinuer par là. Oseriez-vous me comparer au mauvais ange ?» Je pris une mine ingénue. « Oh, madame, je voulais dire que mon tuteur s'entendrait avec tout le monde, et qu'il faudrait vraiment avoir un caractère plus qu'infernal pour faire mauvais ménage avec lui. Il a ses défauts aussi, et j'ai besoin de patience, qualité qui ne manque pas, je dois l'avouer. » Sur ce, elle se leva, non sans effort. Son regard investigateur fit le tour de ma chambre et s'arrêta sur quelques roses trempant dans un vieux rouan. « Je vous ai déjà fait remarquer, Gillette, qu'il est mauvais de conserver des fleurs dans une chambre. Je les retire pour la nuit, madame. Vous avez la manie des complications. À quoi cela sert-il, ces fleurs, sinon à vous faire perdre du temps? Moi, je n'en mets jamais nulle part. Chacun son idée. Ainsi, par exemple, j'ai toujours envie de faire la grimace devant les fleurs artificielles que vous conservez si précieusement dans votre salon. » Mais elle eut un geste de dédaigneuse supériorité. « Vous n'avez pas de goût, Gillette, pas le moindre goût, et des prétentions avec cela, des prétentions à revendre. » Elle sortit sur ces mots. Je repris mon ouvrage, mais un agacement me restait de cette visite et mes poings n'avaient plus la finesse nécessaire. Je me levai, en secouant les brins de fil attachés à ma jupe, je fis 2 ou 3 fois le tour de ma chambre et vins m'accouder à ma fenêtre. Le jardin des Barduzac s'étendait devant moi, un jardin bien soigné, avec une pelouse au milieu, d'étroites plates-bandes le long du mur, quelques arbustes et un jeune marronnier. Madame Barduzac n'aimait pas les arbres. Comme conséquence de cette antipathie, le jardin restait inaccessible pendant l'été dès que le soleil se montrait. Dans une des petites allées couvertes de sable rougeâtre, M. Barduzac se promenait en complet de coutil et panama rabattu sur les cieux. Il traînait un peu sa jambe gauche à cause d'un rhumatisme et s'arrêtait à chaque pas pour contempler ses fleurs. J'apercevais alors un profil lourd, au menton proéminent. C'était un homme faible et pacifique, aussi incapable de bonté que de méchanceté, instrument inerte entre les mains de sa femme. Pour éviter tout motif de discussion, il acquiesçait bassement aux opinions changeantes de madame Barduzac, et sa pupille savait qu'elle ne trouverait jamais chez lui aucun secours au cas où l'omnipotente dame prétendrait lui imposer quelque exigence inacceptable. J'avais une nature énergique, peu encline à la mélancolie, mais j'étais assez avide d'affection, de confiance. À certains instants, je me sentais bien triste dans cette demeure étrangère, entre ces 2 êtres dont l'un restait indifférent, dont l'autre m'était hostile. Car je ne me dissimulais pas que madame Barduzac me détestait. Pourquoi? Jalousie d'ex-jolie femme? Car elle avait été jolie, paraît-il. Je voulais bien le croire, mais quelle décadence! Ou bien mesquine rancune de petite bourgeoise contre la noblesse de ma naissance? C'était très possible encore. Mais surtout nos natures se heurtaient sur tous les points. Ma vivacité de répartie, ma franchise, mon esprit d'indépendance l'exaspéraient. Nous vivions vraiment sur un pied de guerre perpétuel, depuis le jour où j'avais quitté mon couvent regretté à 18 ans. J'étais la fille du capitaine Darbier, tué au Maroc, dans une reconnaissance. Ma mère se retira à Tours, où elle avait vieux amis. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.